Au mariage de ma sœur, mon père m'a frappé avec un support à gâteau en métal après que j'ai refusé de faire don de ma maison de 450 000. Je m'appelle Isabella et j'ai 30 ans. En grandissant, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que, dans ma famille, l'amour et l'attention n'étaient pas distribués équitablement. Dès la naissance de ma petite sœur, Doris, c'était comme si toute la maison avait changé d'orbite pour graviter autour d'elle. Elle était l'enfant en or, son sourire éclatant, son rire cristallin, la petite princesse parfaite. Tout le monde l'adorait. Moi, je faisais simplement partie du décor. Je me souviens très clairement de mon 5e anniversaire. J'avais demandé un kit de science, excitée à l'idée d'explorer les mystères du monde. Le jour venu, j'ai déballé mon cadeau avec des mains tremblantes, pour découvrir à l'intérieur une robe rose à volants. Ma mère, Martha, a applaudi de joie. Maintenant tu peux être aussi jolie que Doris, a-t-elle dit, sans remarquer que mon enthousiasme s'effondrait dans une déception muette. Albert, mon père, ne m'a presque pas regardé avant de reporter toute son attention sur Doris, qui tournoyait dans sa robe assortie comme une petite ballerine. Ce schéma est devenu ma réalité. Chaque fois que Doris obtenait quelque chose, même une broutille, comme réciter un poème ou gagner un petit concours de dessin, nos parents organisaient des célébrations, lui offraient des cadeaux, accrochaient ses photos dans toute la maison. Quand, à 12 ans, j'ai remporté la première place à la foire scientifique de l'État, j'ai eu droit à un tiède « Bon travail, ma fille », avant que la conversation ne revienne rapidement au prochain récital de danse de Doris à l'école. Je me suis enfouie dans les livres et les projets scientifiques, à la recherche d'une validation que je ne trouvais jamais à la maison. Chaque certificat, chaque médaille, chaque distinction que je gagnais finissait par prendre la poussière dans un coin oublié du salon, tandis que les trophées de danse de Doris brillaient fièrement sur l'étagère principale. J'ai très tôt compris qu'aux yeux de mes parents, l'amour était conditionnel, et que je ne remplissais pas les conditions. Doris était l'enfant de rêve qu'ils avaient toujours voulu, charmante, extravertie, facile à exhiber devant les voisins. Moi, j'étais l'ombre maladroite et studieuse à l'arrière-plan. Toujours trop silencieuse, trop sérieuse, trop invisible. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné. Au fond de moi, une flamme brûlait, une croyance obstinée et inébranlable que, tôt ou tard, je prouverais ma valeur. Pas pour leurs applaudissements. Pas pour leur amour. Mais pour moi-même. Et ce jour est arrivé plus tôt que quiconque ne l'aurait imaginé. Le jour où je suis partie à l'université a été mon premier vrai goût de liberté. Je me souviens encore d'être sur le pas de la porte, mes valises prêtes et le cœur battant, tandis qu'Albert me faisait un signe distrait de la main et que Martha disait « Ne perds pas trop de temps avec les livres. Il faudra vite que tu te poses. » Je les ai ignorés. L'université fut une révélation. Dans les salles de classe et les laboratoires, je n'étais plus invisible. Ma passion pour la biochimie et les sciences de l'environnement n'était pas bizarre, elle était respectée. Pour la première fois, ma rigueur ouvrait des portes, au lieu de les fermer. Bourses, stages, programmes de recherche, j'ai poursuivi chaque opportunité et je les ai saisis à 2 mains. Tandis que d'autres passaient leur week-end à faire la fête, moi je les passais dans les laboratoires ou les bibliothèques. Mes efforts ont porté leurs fruits. Je suis sortie major de promotion et j'ai décroché un poste dans une prestigieuse entreprise de biotechnologie avant même d'avoir mon diplôme en main. Le salaire n'était pas mirobolant, mais suffisant pour commencer à construire la vie dont j'avais toujours rêvé. Une vie dans laquelle je n'avais pas à me rapetisser pour correspondre aux attentes des autres. J'ai vécu avec sobriété, économisant chaque prime, chaque augmentation, chaque centime. Pas de vêtements de marque, pas de voiture hors de prix, pas de vacances luxueuses. J'avais un objectif en tête, l'indépendance. Une maison à moi. À 29 ans, après des années de sacrifice et de discipline, j'y suis enfin parvenue. J'ai acheté une jolie maison de 2 chambres pour 450 000 reais, dans un quartier calme et charmant. Elle n'était pas immense, mais elle était parfaite, cuisine moderne, salon chaleureux, un petit jardin à l'arrière où j'imaginais lire lors des après-midi ensoleillés. Chaque recoin de cette maison représentait une partie de moi, mes luttes, mes victoires, mes rêves. Quand j'ai annoncé l'achat à mes parents, j'espérais, peut-être naïvement, une lueur de fierté. Mais fidèles à eux-mêmes, ils n'y ont prêté aucune attention. Martha a à peine réagi, plus intéressée à me raconter que Doris venait de gagner un concours de beauté locale. Albert m'a adressé un demi-sourire et a murmuré. « C'est une grande maison pour une seule personne, tu ne trouves pas ?» Ces mots m'ont blessé. Mais pas assez pour entamer mon bonheur. Pour la première fois, je ne cherchais pas leur approbation. J'avais construit cette vie pour moi. Et rien, pensais-je, ne pourrait me l'enlever. Je me trompais.
Le mariage de Doris était devenu le sujet central de la famille pendant des mois. Martha était entrée en mode organisation totale, obsédée par chaque petit détail, les fleurs, le traiteur, les essayages de robes. Albert la soutenait fièrement, prêt à présenter leur fille parfaite au monde. J'y suis allée, bien sûr. Malgré tout, je croyais encore à l'importance d'être présente lors des événements familiaux, même si je me sentais souvent comme une étrangère dans mon propre sang. Le lieu du mariage était magnifique, une salle élégante, décorée d'ivoire et d'or. Des guirlandes lumineuses brillaient au plafond, une musique douce s'échappait de haut-parleurs dissimulés. Les invités bourdonnaient d'excitation, riaient, bavardaient, buvaient du champagne. Tous semblaient emportés par la magie de la soirée. Près du bar, en observant les festivités, je ressentais une douleur douce amère. Il ne faisait aucun doute que ce jour était celui de Doris, le début de son conte de fées, l'image parfaite qu'Albert et Martha avaient toujours imaginée. Peter, le fiancé de Doris, avait l'air plutôt gentil. Un sourire timide, des manières courtoises, respectueux envers tout le monde. Dans une autre vie, j'aurais peut-être pu l'apprécier comme beau-frère. Il avait offert à Doris un cadeau plein d'intention, un médaillon ancien gravé d'une inscription sur les nouveaux départs et l'amour. Ce n'était pas extravagant, mais c'était personnel. Une partie de mon cœur, offerte en silence. Personne n'a souligné ce geste, bien sûr. Après tout, ce n'était que moi. La cérémonie n'avait pas encore commencé. Les invités arrivaient encore, bavardaient, savouraient les amuse-bouches. Doris voltigeait dans la salle, radieuse de bonheur, sa robe de satin blanc glissant élégamment derrière elle. Je restais en périphérie, souriant quand il le fallait, me fondant dans le décor comme je l'avais toujours fait. Mais sous la surface, quelque chose bouillait. Une tension dans l'air. Un éclat étrange dans les yeux de Martha chaque fois qu'elle croisait mon regard. Je ne le savais pas encore, mais la soirée, qui devait être une célébration, allait rapidement se transformer en toute autre chose. Quelque chose de laid. Quelque chose d'inoubliable. Je buvais un verre d'eau gazeuse près de l'entrée quand Martha m'a fait signe avec un sourire excessivement sucré. Albert se tenait à côté d'elle, les mains jointes dans le dos, l'air étrangement formel. « Isabla, ma chérie, il faut qu'on te parle une minute, » dit Martha, son ton chargé de cette douceur acérée et familière qui me serrait toujours l'estomac. Je les ai suivis à quelques pas de la foule principale, vers un coin plus calme de la salle, là où la musique s'effaçait en un bourdonnement lointain. Peter discutait avec sa famille non loin de là, inconscient de la tension qui montait. Martha s'est penchée en premier, sa voix basse mais pressante. « C'est un jour si spécial pour Doris. Tout a été parfait jusqu'à présent, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête lentement, sans savoir où cela allait mener. Albert s'éclaircit la gorge, échangea un regard avec Martha avant de prendre la parole. « Il y a quelque chose à quoi ta mère et moi avons réfléchi. Quelque chose d'important, pour l'avenir de cette nouvelle famille. » Je me suis redressée, une inquiétude croissante dans la poitrine. « Tu as cette belle maison, » dit Martha, ses yeux brillants non pas de tendresse, mais de calcul, et tu es célibataire, tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. J'ai cligné des yeux, les mots tombant lourdement, leur signification lentement en train de prendre forme. Albert a fait un pas en avant, souriant comme s'il m'offrait une opportunité en or. On s'est dit que ce serait le cadeau de mariage parfait si tu donnais ta maison à Doris et Peter. Pendant un instant, le monde autour de moi s'est tu. Le tintement des verres, les rires feutrés des invités, tout s'est transformé en bruit blanc. « Vous êtes sérieux ?» ai-je fini par demander, la voix tendue. « Bien sûr, » répondit Martha, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est ton devoir en tant que sœur. La famille aide la famille. Mes mains se sont crispées en poing le long de mon corps. J'ai pensé à toutes ces années de sacrifice, aux nuits solitaires, aux heures supplémentaires, aux vacances refusées, au luxe évité, même le confort le plus simple, tout ça pour acheter cette maison. Ma maison. Mon accomplissement. J'ai lentement secoué la tête, sentant le feu monter en moi. Non, dis-je fermement. Je ne donnerai ma maison à personne. Le sourire de Martha s'est effacé. Ses yeux se sont assombris, la déception se changeant en fureur. La mâchoire d'Albert s'est contractée. Avant même que je puisse reculer d'un pas, avant même d'avoir le temps de me préparer à la tempête, Albert bougea et tout bascula. La main d'Albert se déplaça si vite qu'au début, je ne réalisais pas ce qu'il faisait. Dans un geste furieux, il attrapa le lourd présentoir à gâteaux en métal sur la table des desserts, le même présentoir élégant qui avait supporté le gâteau de fiançailles de Doris quelques instants plus tôt. Sans un mot, sans la moindre hésitation, il le brandit contre moi.
Le métal frappa le côté de ma tête avec un bruit sourd et séhurant. Un éclair blanc et brûlant de douleur explosa derrière mes yeux. Je titubai en arrière, me tenant la tête, sentant le sang couler entre mes doigts. Des exclamations parcoururent la salle. Des assiettes tombèrent au sol. Quelqu'un cria. Je n'entendais presque plus rien à part le rugissement dans mes oreilles, mais je voyais l'horreur sur les visages. Je vis Martha courir vers moi, non pas avec inquiétude, mais avec un rictus haineux sur les lèvres. Sale ingrate égoïste, cracha-t-elle, sa voix assez tranchante pour blesser. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu oses nous humilier aujourd'hui, de tous les jours? Je vacillais, ma vision se brouillant, luttant pour rester debout. Autour de moi, les invités sortaient leur téléphone, certains filmaient, d'autres restaient figés, choqués. Et pourtant, Doris demeurait figée dans sa robe blanche, la bouche entr'ouverte dans une incrédulité muette. Peter, de l'autre côté de la salle, s'était déjà mis en mouvement, se frayant un chemin à travers la foule vers moi. Avant qu'il ne puisse m'atteindre, une voix retentit, forte, impérieuse. « J'appelle la police !» cria un homme. C'était Eric. Je le reconnus vaguement de présentations passées. Il était déjà en train de composer, parlant rapidement au téléphone. Martha s'élança à nouveau vers moi, ses paroles pleines de venin, mais Peter s'interposa, juste à temps, me protégeant de son corps. « Ne la touche pas, grogna-t-il, son ton habituellement doux remplacé par quelque chose de dur, de féroce. Le sang gouttait de mon visage sur le sol immaculé. Le conte de fées s'effilochait en cauchemar. En quelques minutes, le son des sirènes déchira l'air. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre les murs de verre du lieu. Les ambulanciers arrivèrent les premiers, leurs gestes doux alors qu'ils m'éloignaient du chaos, pressant une compresse contre ma tête. Derrière moi, j'entendis le cliquetis des menottes. Albert Reynolds annonça sévèrement un policier, « Vous êtes en état d'arrestation pour agression et coups et blessures. » Un autre policier se tourna vers Martha, qui continuait à hurler des injures. « Vous aussi, madame, dit-il froidement, en lui tirant les mains derrière le dos. » Le monde se brouilla à nouveau pendant que les ambulanciers me guidaient vers l'ambulance. Je ne savais pas si c'était à cause de la blessure, ou simplement de la tristesse. Mais une chose était sûre, il n'y aurait pas de retour en arrière. La scène devant la salle de mariage n'était plus qu'un flou de lumière clignotante, de murmures et de pas précipités. Tandis que les ambulanciers m'allongeaient sur une civière, je pouvais entendre des bribes de conversation autour de moi. « Tu as vu ça? Il l'a frappé avec un présentoir à gâteau. J'ai tout filmé. Tout est sur vidéo. Incroyable. Le jour du mariage de sa propre fille. » Les ambulanciers agissaient vite, enveloppant ma tête, vérifiant mes signes vitaux, s'assurant que je restais consciente. Je voyais Eric non loin, encore en train de parler à un agent, lui montrant la vidéo sur son téléphone. Une autre invitée, une femme que je connaissais à peine, s'approcha timidement, son téléphone à la main. « Moi aussi j'ai filmé, dit-elle. Vous pouvez garder ma copie. » En quelques minutes, plusieurs invités proposèrent volontairement leurs enregistrements, leurs visages tendus de colère et de dégoût. Les policiers rassemblèrent les preuves, recueillirent des témoignages avec méthode, s'assurant que chaque fragment de l'histoire soit documenté. Pendant ce temps, Martha et Albert étaient assis sur le trottoir, tous deux menottés, tous deux furieux. Martha marmonnait encore des insultes à voix basse, tandis qu'Albert fixait le sol, la mâchoire contractée dans un silence sombre. Peter restait près de moi, refusant de s'éloigner. Ses mains s'ouvraient et se refermaient nerveusement à ses côtés, la tension émanant de lui comme une chaleur étouffante. « C'était censé être un mariage, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Comment ont-ils pu transformer ça, en ça ?» Un des policiers s'approcha doucement de moi. « Mademoiselle Reynolds, nous aurons besoin d'une déposition complète quand vous vous sentirez mieux. Pour l'instant, nous traitons cela comme une agression grave. » J'hochai faiblement la tête, la douleur à mon crâne battant au rythme de mon cœur. Tandis qu'on me portait jusqu'à l'ambulance, j'aperçus Doris debout à l'entrée de la salle. Sa robe de mariée était encore immaculée, mais son visage était ravagé par le désespoir. Les parents de Peter se tenaient à ses côtés, les bras croisés, le visage fermé de colère. Je voyais déjà les fissures se former, les conséquences commencer, au moment où les portes de l'ambulance se refermèrent derrière moi, m'isolant du chaos. Je compris alors que ce n'était pas simplement la fin d'un mariage. C'était le début d'un règlement de compte. Alors que l'ambulance filait à toute vitesse vers l'hôpital, la dévastation que j'avais laissée derrière moi au salon de mariage continuait de se déployer. L'atmosphère qui avait autrefois été joyeuse était devenue irréparablement amère.
Les invités murmuraient par petits groupes, certains ramassant leurs affaires en silence, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Personne ne dansait. Personne ne célébrait. Les parents de Peter, Monsieur et Madame Laurence, se postèrent devant Doris et sa famille restante, le visage dur, empreint de déception et d'indignation. C'est impardonnable, déclara Monsieur Laurence, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Nous ne joindrons pas notre famille à une autre qui tolère la violence et la cruauté. Madame Laurence hocha la tête brusquement, les lèvres pincées en une ligne fine et sombre. Nous vous faisions confiance, dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Nous avons soutenu ces fiançailles parce que nous croyions à l'amour de Peter pour vous. Mais après ce que nous avons vu aujourd'hui, il n'y aura pas de mariage. Ni maintenant, ni jamais. Doris, encore en robe de mariée, halta. Des larmes montèrent à ses yeux. S'il vous plaît, murmura-t-elle, tendant la main. Mais Madame Laurence recula comme si elle avait été brûlée. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, poursuivit Monsieur Laurence, inflexible. Il s'agit des gens dont vous vous entourez. Du type de famille dont vous venez. Nous n'exposerons pas notre fils à ce poison. Sur ces mots, les parents de Peter tournèrent les talons et s'éloignèrent, laissant Doris seule, brisée et humiliée. Peter restait en retrait, observant la scène. Il ne dit rien. Il ne prit pas la défense de Doris. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait plus d'amour dans les yeux de Peter, seulement de la déception et du regret. Peu à peu, les invités commencèrent à partir, murmurant des condoléances maladroites ou évitant complètement Doris. En quelques minutes, le mariage, préparé depuis des mois, s'était dissous en cendres. Doris s'effondra sur une chaise proche, sa robe s'entassant autour d'elle comme une fleur fanée. Albert et Martha, désormais en garde à vue, ne pouvaient rien faire pour intervenir, enchaînés par leurs propres actes. Le mariage était officiellement, complètement, désastreusement annulé. Et tout se résumait à une vérité simple, leur cruauté avait finalement détruit l'image parfaite qu'ils avaient mis tant de soin à construire. La chambre d'hôpital était petite, mais paisible, un contraste frappant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus de moi pendant que les infirmières s'affairaient avec efficacité, vérifiant mes signes vitaux, recousant la blessure sur ma tête et la pansant délicatement. Je restais immobile, le corps endolori, le cœur plus lourd que jamais. Les médecins m'avaient dit que j'avais une commotion cérébrale, mais aucune fracture. Un petit miracle, disait-il, compte tenu de la violence du coup. J'avais eu de la chance. Mais je ne me sentais pas chanceuse. Alors que je somnolais par intermittence, la porte grinça doucement. Peter entra, le visage tendu d'inquiétude. Il portait un petit bouquet de marguerites fraîches, simples, sincères. « Salut, dit-il doucement en s'approchant de mon lit. Je réussis un léger sourire. Tu n'étais pas obligé de venir. Je voulais, répondit-il fermement. Je devais venir. Il tira une chaise et s'assit près de moi, les mains jointes avec force. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le poids de tout ce qui s'était passé flottait entre nous. Je suis désolé pour ce qu'ils t'ont fait, finit-il par dire, sa voix brisée. Tu ne méritais rien de tout cela. Rien. Des larmes me montèrent aux yeux, mais je les repoussai en clignant des paupières. Je ne voulais plus pleurer. Pas pour eux. Peter prit une profonde inspiration. Je connais un bon avocat. Il s'appelle Scott, c'est un ami proche. Si tu es prête, je pense que tu devrais porter plainte. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce qu'ils t'ont fait subir toute ta vie. Je restai un instant silencieuse. Engager une action en justice contre mes propres parents? L'idée se tordait douloureusement en moi. Mais je revis alors le visage furieux de Martha. Le coup brutal d'Albert avec le support à gâteau. Les années passées à être traitées comme si je n'étais jamais suffisante. Et quelque chose en moi se durcit. Je veux le faire, dis-je, d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Je dois le faire. Peter eut un léger sourire, fier. Bien. Tu mérites justice, Isabella. Tu mérites mieux. Il serra doucement ma main, m'offrant un soutien silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. À la fin de cette semaine, une fois que les médecins m'avaient autorisé à sortir, Peter resta à mes côtés alors que je quittais l'hôpital. Ensemble, nous allâmes directement au cabinet de Scott, prêts à faire le premier pas vers la reconquête de ma vie. Le bureau de Scott était chaleureux et accueillant, rempli d'étagères en bois foncé garnies de livres de droit et de diplômes encadrés. Pourtant, malgré la décoration rassurante, mes mains tremblaient légèrement en signant le document.
Ce ne sera pas facile, me prévint Scott en me glissant doucement les papiers. Mais avec les preuves que nous avons, les vidéos, les témoignages, vous avez un dossier très solide. Peter était assis à côté de moi, sa présence constante et rassurante. Je regardais le lourd dossier posé sur la table. À l'intérieur, il y avait des déclarations sous serment d'invités du mariage, des rapports médicaux détaillant la commotion cérébrale et la blessure à la tête, et, plus important encore, plusieurs vidéos claires de l'agression. Chaque instant brutal capturé avec une réalité froide et incontestable. Je suis prête, dis-je, la voix calme mais ferme. Je veux le faire. Scott hocha la tête avec approbation. Nous portons plainte pour coups et blessures, abus émotionnels et tentatives de coercition sur des biens. Leur comportement passé renforcera votre dossier. Nous demanderons une responsabilité pénale ainsi qu'un dédommagement civil. Entendre cela formulé si formellement me noua l'estomac, mais raviva aussi quelque chose au fond de moi, la détermination. En quelques jours, l'affaire fut lancée. Les dates d'audience furent fixées, les convocations envoyées, les témoins préparés. Lorsque le procès débuta, la salle du tribunal était pleine. Des amis, de la famille élargie, même des journalistes, attirés par le scandale d'une fille accusant ses propres parents. Albert et Martha étaient assis raides à la table des accusés, le visage pâle et tendu par la colère. Je montai à la barre et racontai mon histoire, la négligence durant l'enfance, le favoritisme, les années d'abus émotionnels, et enfin, l'agression violente pendant la cérémonie de mariage de Doris. Scott présenta les vidéos au jury. Les images montraient tout, Albert attrapant le support métallique à gâteau, le coup brutal, ma chute, le sang, les cris de Martha, les invités courant pour appeler la police. Chaque seconde était incontestable. Les témoins confirmèrent ce que montraient les vidéos. Eric et plusieurs autres témoins parlèrent sans hésiter, décrivant non seulement l'agression, mais aussi le favoritisme et la cruauté observés au fil des années. L'avocat d'Albert tenta de plaider un moment d'égarement, des tensions accumulées, un malentendu. Mais les preuves étaient trop accablantes. La vérité, trop limpide. Le jury ne délibéra pas longtemps. La salle resta silencieuse quand le jury revint, leur visage grave et résolu. Je m'assis à la table de la plaignante, le cœur battant à tout rompre. Peter s'approcha, serrant doucement ma main, un message muet, « Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. » Le porte-parole du jury se leva, s'éclaircit la gorge. Nous, le jury, déclarons les accusés Albert Reynolds et Martha Reynolds coupables de tous les chefs d'accusation. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience, tranchant la tension comme une lame. Les épaules d'Albert s'affaissèrent. Martha poussa un cri étranglé, agrippant le rebord de la table pour ne pas chanceler. Pour la première fois, il ne pouvait pas parler pour échapper aux conséquences. Il ne pouvait plus tisser de mensonges. Il ne pouvait plus manipuler la compassion. La justice se réalisait ici même, maintenant. Peter m'attendait juste à l'extérieur des lourdes portes en bois. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, un sourire rempli d'espoir flottant sur ses lèvres. Sans dire un mot, il s'approcha de moi et écarta doucement une mèche de cheveux de mon visage. « Tu l'as fait, » dit-il, une fierté éclatante dans les yeux. « Tu t'es défendu. Tu as changé ta vie. » Je n'aurais jamais pu le faire seul, murmurai-je, la gorge nouée par l'émotion. Peter secoua lentement la tête. « Tu as toujours été forte, Isabella. Il te fallait juste quelqu'un pour croire en toi. Comme moi, je crois en toi. » Il inspira profondément, le monde semblant se suspendre autour de nous. Les invités et les journalistes bougeaient à l'arrière-plan, mais à cet instant, il n'y avait que Peter et moi. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. Mon souffle se coupa. « Je sais que ce n'est pas exactement un moment de conte de fées, » dit Peter, la voix lourde de sincérité, « mais la vie n'est pas parfaite. Elle est réelle. Et je préférerais construire quelque chose de vrai avec toi plutôt que courir après une illusion. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague de fiançailles délicate et simple. Discrète. Belle. Exactement le genre de chose que j'aurais choisi pour moi-même. Il mit un genou à terre, la même, sur les marches du tribunal. « Isabella Reynolds, dit-il, veux-tu m'épouser ?» Les larmes embuèrent ma vision tandis qu'un flot d'émotions me traversait, joie, soulagement, espoir, amour. La douleur du passé ne s'était pas envolée. Mais elle ne me contrôlait plus. Je lui avais survécu. Je m'en étais relevée. Et à présent, on m'offrait un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Oui, murmurai-je. Puis, plus fort. Oui. Le petit groupe autour de nous éclata en acclamations et en applaudissements.
Peter glissa la bague à mon doigt, et je le serrai contre moi dans une étreinte chaleureuse, riant à travers mes larmes. Quelques mois plus tard, nous avons célébré un mariage simple, mais magnifique. Entouré de personnes qui se souciaient vraiment de nous. Sans grande démonstration. Sans attente toxique. Juste de l'amour, de l'honnêteté et de l'espoir. Après le mariage, Peter et moi avons emménagé dans ma maison. Notre maison. La même maison de 450 000 $ pour laquelle je m'étais embattue. Chaque mur, chaque pièce, chaque recoin de cette maison représentait un témoignage de résilience, de courage et de nouveau départ. Et pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. Je vivais. Vraiment, profondément et joyeusement. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé et souhaitez découvrir d'autres parcours puissants et émouvants, pensez à liker la vidéo, laissez un commentaire pour partager vos impressions, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes chaque semaine. Votre soutien compte énormément et il nous aide à créer encore plus de contenu porteur d'espoir pour vous.